on vient de voir la méthode des caractéristiques pour résoudre le problème de Ritter lorsqu'on a une rupture de barrage sur un fond sec. On va maintenant s'atteler à ce qui se passe lorsqu'on n'a plus à l'aval du barrage un fond sec, mais lorsqu'on a de l'eau. Donc maintenant on va regarder le cas où par exemple on a ici une hauteur d'eau qui serait H0 et ici une hauteur d'eau qui serait H1. Alors on va voir que c'est un peu plus compliqué. Il n'existe pas de solution analytique explicite, mais il existe des solutions analytiques qui sont implicites. Donc il y a juste un système d'équations à résoudre. Donc numériquement, la solution est dans une note de cours. Elle ne pose pas de difficultés particulières. Alors, il y a différentes façons de présenter ce problème-là. Là, je vais essayer d'expliquer un peu ce qui se passe. Donc l'idée, c'est que lorsqu'on a des problèmes, donc je vous rappelle, un problème de Riemann, c'est toujours un problème de condition initiale où on a un état stationnaire à droite et à gauche qui est différent. Et on a vu qu'il pouvait, à travers différents exemples, qu'on pouvait avoir des ondes de choc et qu'on pouvait avoir des ondes de détente. Donc si on trace donc, les ondes de détente, donc en anglais on dit rarefaction wave, donc ce sont des courbes, ce sont toujours des courbes qui sont la forme R de xi avec xi égale à x sur t, et on avait vu là la représentation graphique dans le diagramme caractéristique, on a cet éventail de courbes. Et puis on a également des chocs U de H, et on a donc une fonction U de H. On avait vu donc que cette solution du choc était en fait donnée par les relations de Rankine-Gonu. Donc je vous rappelle que si on a un système d'équations qui s'écrit donc sous la forme conservative, cette fois-ci, donc il va s'écrire sous la forme suivante. Alors, ce système d'équations admet donc des chocs qui donc vérifient, donc on a S qui sera donné par F donc là il faut que je mette un point et puis que je mette un vecteur, puis ça sera un vecteur. Alors dans la note de cours je fais un peu un abus de langage ici, je reviens sur cette notation ici qui peut vous sembler un peu bizarre, où je divise un vecteur par un autre vecteur. Voilà, donc, mais c'est pour rappeler. Donc, on est capable de trouver les ondes de choc, les ondes de détente. On a vu que dans une équation comme ça, on recherche des solutions qui s'écrivent sous la forme, on transforme une équation dérivée partielle en cherchant des fonctions autosimilaires d'une variable qui dépendrait uniquement de xi. Donc on écrirait ici que xi, donc ça c'est également un vecteur, qui s'écrit sous cette forme-là. Et puis donc on avait vu comment on pouvait trouver ces fonctions-là dans le cas des équations de simplement. Alors si on devait tracer dans un diagramme d'espace, de variables, donc on a ici x1, donc c'était h chez nous, et x2 c'était u. Et si on devait tracer les courbes, on aurait, ça ressemblerait à quelque chose qui serait comme ça, donc pour un point donné, donc pour une condition, ici pour une condition de hauteur et de vitesse, peu importe, on aurait ici une onde de détente, donc R. Ici, on aurait une onde de choc, S. Alors cela, je vais l'appeler R1. Donc chaque fois, on aura deux ondes de choc et deux ondes de détente. Donc cela, je vais l'appeler R1. Je vais appeler ça. Et j'aurais pareil. J'aurais quelque chose qui serait comme ça. Alors est-ce que j'ai une autre couleur? Là, ce
seconde courbe serait comme ça. Et l'onde de choc serait ici. Donc, si vous regardez, si vous devez tracer dans un espace de phase de variables, donc, où on aurait ici H en abscisse et U en ordonnée, vous arrivez à représenter les courbes de choc et de détente comme étant en fait des arcs de courbes ici. Donc on aurait ici une onde de détente, ici l'autre onde de détente, onde de choc, ici l'autre onde de choc. Donc là c'est à partir d'un point. Donc si par exemple ici, ça serait ce point ici qui serait représentatif ici de ce qui se passe en A. Et ici on va regarder ce qui se passe en B. Donc on va regarder ce qui se passe en un point B. Alors j'ai pas 36 000 couleurs. Donc là ça serait en A, ici en B. Alors l'idée en fait c'est de faire une décomposition. Au lieu de travailler dans un repère qui serait HU, on va travailler dans on va faire un changement de variable qui serait en fait ces courbes-là. Donc ici un système cartésien, ici on aurait des coordonnées curviligne. Et donc en fait on aurait des choses qui seraient il faut imaginer donc des réseaux de courbes qui seraient, je trace ici en pointillé, ça ferait une sorte de maillage avec des courbes qui se croisent. Donc c'est pareil ici, pour le point B qui est ici, cet arc-là, c'est comme là, ça serait donc là une onde de détente. L'arc qui est ici, ça serait également une onde de choc. L'arc qui est ici, ça serait une onde de détente. Et ce qui descend de B, ici, ça serait une onde de choc. Et donc pour aller du point A au point B, vous avez donc deux chemins possibles. Soit vous avez tout d'abord une onde de choc et après une onde de détente, ou bien vous avez une onde de détente ici et après une onde de choc. Alors, vous allez me dire, il y a un problème puisqu'il y a deux solutions qui seraient possibles, alors qu'on vous en a à avoir qu'une seule. Alors, il n'y en a qu'une seule en fait qui est physiquement possible. Il y en a une qui va en fait libérer de l'énergie, tandis que l'autre va dissiper. Donc on doit toujours avoir un système dissipatif. Ce qu'il faut regarder, c'est la dissipation d'énergie pour chacune des solutions. Et donc ça va nous conduire en fait, par exemple, à considérer que le bon chemin, le chemin qui est physiquement admissible, donc qui va correspondre avec une dissipation d'énergie, ce sera ce chemin-là. Et on aura donc ici avec une onde de détente, et après on va relier ça par une onde de choc. Et cette solution-là, qui serait une onde de choc, puis après une onde de détente, correspondrait en fait à quelque chose qui produit l'énergie au lieu d'en dissiper, donc physiquement pas possible. Donc ça veut dire quoi qu'on a différents chemins? Ça veut dire que pour ce problème-là, en fait, on va avoir donc une onde de détente, un choc, donc là j'ai H1, là j'ai mon H0, et donc je vais avoir deux solutions. Ici, j'aurai donc cette onde de détente ici, que j'appelais R2, Rarefaction 2, et là, j'avais mon choc ici qui correspond à cette courbe-là. Donc je vais appeler ici S1 tout à l'heure. Donc la solution du problème de ce problème-là, du problème de Riemann pour une rupture de barrage sur fond humide, lorsqu'il y a de l'eau à l'aval du barrage, vous donnera ce type de configuration de géométrie. Vous avez un choc, une onde de détente, et après, de part et d'autre, on a la solution en état stationnaire. Donc, ce qui veut dire qu'il faut calculer les deux courbes, donc vitesse du choc, onde de détente, ce qu'on a déjà commencé à faire. Rechercher donc ici ce point ici, qui correspondrait en fait au point intermédiaire que j'appellerais C ici. Donc C en fait est à l'intersection, donc c'est à la fois sur une onde de détente et à la fois sur une onde de choc. Donc le point ici C correspond à cette intersection-là. Donc il faut calculer C,
Et donc, une fois que vous avez calculé C, ben, vous avez entièrement résolu le problème. Alors, je ne le fais pas, c'est dans la note de cours. Vous avez le résultat, donc c'est un système d'équations à résoudre. Donc, il y a l'onde de détente qu'on a calculé précédemment, et puis le Rankine-Hugoniot. Il n'y a pas de difficulté particulière. Donc, c'est juste une difficulté conceptuelle, c'est d'arriver à comprendre ici qu'on fait un changement de variable et qu'on va, au lieu de travailler dans un système de coordonnées qui serait cartésien, on travaille dans un système de coordonnées curviligne où les courbes, en fait, ce sont des courbes de détente et des courbes de choc. Ok, donc je m'arrête là, je laisserai regarder. Il y a une difficulté conceptuelle, mais après, au niveau calcul, il n'y a pas de difficulté.